Qui a gagné la bataille des idées en France? À entendre la gauche, ce serait la droite, voire même l'extrême droite, qui imposerait désormais ses thèmes et ses débats dans l'actualité et serait même en train de conquérir l'hégémonie médiatique. À entendre la droite, au contraire, ce serait toujours la gauche qui imposerait son hégémonie et son politiquement correct dans le débat d'idées. Alors qui a raison, qui a tort? Qu'en est-il réellement? Ce que le journaliste Jean Sévillat avait appelé le terrorisme intellectuel est-il encore en train d'exister et de régner en France? Eh bien justement, Jean Sévillat est mon invité ce soir dans le club Le Figaroïdé pour débattre avec Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de Libération. Place au débat donc dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté le débat puisque effectivement je pense que vous n'êtes pas d'accord sur énormément de sujets et que vous représentez effectivement de mouvements, de systèmes de pensée bien différents. Jean Sévillat, vous êtes ancien journaliste au Figaro, essayiste, historien et vous publiez une réédition de votre best-seller, le terrorisme intellectuel qui avait été publié en 2000, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, avec une préface de Mathieu Bocoté où vous actualisez cet essai que vous aviez publié en 2000. Et vous dites que finalement ce terrorisme intellectuel existe toujours et vous en faites la généalogie, on va en parler bien évidemment. Laurent Geoffrin, vous êtes ancien directeur du Nouvel Observateur et de Libération, des journaux plutôt engagés à gauche, on peut le dire. On peut le dire. Et maintenant, c'est d'ailleurs un point commun que vous avez avec Jean Sévillat, au moins un, c'est que vous aimez l'histoire et que vous êtes reconverti dans le roman historique et policier puisque vous avez pris la suite de Jean-François Parrot et vous écrivez les aventures de Nicolas Le Floch. Du commissaire Le Floch. Du commissaire Le Floch. des Lumières. Voilà, exactement. Et là, c'est sous la Révolution, donc ça, il se passe plus de choses. Et le dernier tome, c'est le mystère de l'armoire de fer. Voilà, donc une reconversion. On verra d'ailleurs, on parlera peut-être de l'histoire. Je fais un journal aussi qui s'appelle lejournal.info. Oui, bien sûr, lejournal.info. Exactement. Merci en tout cas à tous les deux. Alors je voudrais commencer par vous, Jean Sévillat. Effectivement, donc vous publiez une nouvelle version puisqu'il y a 7 chapitres inédits, les habits neufs du terrorisme intellectuel. Et j'aimerais tout simplement vous demander qu'est-ce que vous entendez sous cette expression terrorisme intellectuel? Qu'est-ce que c'est que ce terrorisme intellectuel et quand est-ce qu'il naît selon vous? Alors, c'est un mécanisme qui consiste à évacuer les débats de fond en éliminant son adversaire. C'est un système qui est né dans l'après-guerre, au moment où le Parti communiste était hégémonique dans le monde intellectuel, et où l'anticommunisme était considéré comme une faute morale, je dirais presque comme un péché. Voilà. Et donc tout anticommuniste était un chien, disait Jean-Paul Sartre, et le général de Gaulle a été qualifié de fasciste parce qu'il était anticommuniste. Le RPF, le mouvement qu'il avait fondé en 1947, était devenu un parti fasciste aux yeux du Parti communiste, etc. Donc ce système s'est institué dans l'après-guerre, qui consiste donc à délégitimer son adversaire, c'est-à-dire en lui accoler une étiquette infamante, de façon à lui ôter le droit à la parole, le délégitimer dans le débat intellectuel. Donc on n'est pas d'accord avec son adversaire, on le traite de fasciste, l'extrême étant le nazi évidemment, pour Godwin, mais on peut décliner tous les items, ils sont très nombreux, racistes, colonialistes, homophobes, etc., etc. Ça c'est récent, ça date des 20 dernières années, enfin voilà. Donc pour éviter de débattre de prendre les sujets du fond, d'avoir un vrai débat d'idées, un vrai débat social, politique, on délégitime l'adversaire. Laurent Geoffrin, je ne vous demanderai pas si on posera la question plus tard, est-ce que ce terrorisme intellectuel existe toujours, mais est-ce que vous concédez qu'il a pu exister une forme de terrorisme intellectuel? Je suis en désaccord complet avec le mot. Avec le mot, oui. Enfin, je suis en désaccord complet en général, mais avec le mot en particulier. C'est-à-dire que je trouve que ça fait injure aux vraies victimes du terrorisme. C'est un mot très fort, terroriste. C'est des assassins, ces gens-là. Alors, on peut dire les islamistes sont des terroristes intellectuels. Ils s'attaquent par des menaces physiques ou par des actes physiques à des gens qui n'ont pas leurs idées. C'est le terrorisme intellectuel. Si on fait un retour historique, le terrorisme intellectuel en France a régné quand l'extrême droite était au pouvoir. C'est-à-dire entre 1940 et 1944, où il y avait une censure générale des journaux républicains ou de gauche, ou résistants, fortiori, et où il y avait une pensée unique imposée par l'État. Ça, c'était le terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on répand la terreur. Terroristes, c'est des gens qui répandent la terreur. Moi, j'ai dirigé des journaux de gauche
j'ai polémiqué parfois de manière très virulente avec tel ou tel, j'ai jamais eu le sentiment que j'étais un terroriste. C'est ridicule, ça. Ce mot est ridicule, franchement. J'ai bien connu Jean d'Ormesson, par exemple, qui était le symbole même de la droite républicaine. Enfin, c'était l'homme de droite par excellence. Et il m'a jamais parlé de terrorisme. Enfin, il ne se sentait pas l'objet d'attaques terroristes intellectuelles, pas du tout. Parfois, les attaques étaient sectaires, parfois les attaques étaient intolérantes. Ça, on peut dire ça. On peut dire qu'il y a des gens qui sont effectivement trop virulents, trop polémiques, qui sont de mauvaise foi, qui mentent, etc. Très bien. Mais le mot ne convient pas, je vous assure. Ce mot est trop fort, quoi. Et deuxièmement, je crains que dans le propos de M. Sevilla, on confonde constamment la gauche et l'extrême gauche. Ce qui m'énerve, parce que moi je fais des papiers tous les jours. Et vous êtes très critique envers l'extrême gauche aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai toujours été. Mais même quand j'ai commencé dans les années 70 à militer, moi j'étais socialiste, donc on passait notre temps à rompre des lances avec l'extrême gauche et avec le Parti communiste. Donc je connais bien cet exercice. À chaque fois que je fais un édito où je parle du RN, où je parle de la France insoumise, vous verrez sur mon fil Twitter, il y a 200 insultes, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs venant des deux côtés. Mais je ne vais pas appeler ça du terrorisme, c'est ridicule. Enfin, je trouverais ça ridicule. Donc voilà, la gauche et l'extrême gauche, c'est pas pareil. La gauche est parfois intolérante, ça lui arrive. Enfin, c'est surtout l'extrême gauche dont on parle. C'est le Parti communiste, c'est les trotskistes, les maoïstes. Aujourd'hui, c'est plutôt la France insoumise ou les décoloniaux, des gens comme ça, qui sont extrêmement virulents parce qu'ils sont extrêmes. Bon, voilà, c'est tout. Jean-Sylvain, qu'est-ce que vous répondez d'abord à la question du mot terrorisme? Je maintiens tout à fait ce mot, je l'assume. Je pense que c'est du terrorisme. Alors évidemment, ce n'est pas du terrorisme sanglant. En 1780, Laurent Geoffrin aime la Révolution française, c'est son triste droit, mais enfin, la Révolution française, c'est aussi la terreur. La terreur, ça consiste à couper la tête de celui qui n'est pas considéré comme un bon citoyen. Le terrorisme procède de la terreur, et le terrorisme intellectuel procède aussi de la terreur. C'est cette idée selon quoi, au fond, il y a une forme de citoyenneté parfaite, accomplie, légitime, et une autre des citoyens qui seraient de seconde zone et qui voudraient écarter. C'est une violence psychologique, c'est une violence intellectuelle, c'est une violence citoyenne, parce qu'on exclut des gens du cercle de la raison sur des propos fallacieux, sur des amalgames qui sont inacceptables et qui sont des erreurs. Donc moi j'assume totalement ce terme de terrorisme intellectuel. Sachant évidemment, c'est un mot fort, oui, et j'ai publié un livre qui n'est pas fait pour les gens qui aiment l'eau tiède, c'était un petit peu pour éveiller les consciences, donc mais je maintiens ce mot. Laurent Geoffrin, est-ce que vous admettez pour autant qu'il y a eu pendant plusieurs années, ce que décrit Jean Sevilla dans son livre, qu'il y a eu pendant plusieurs années une sorte de domination écrasante de la gauche dans le débat public, et où la gauche finalement fixait un peu les critères du débat public, les sujets dont on pouvait parler, dont on ne pouvait pas parler. Alors peut-être qu'il vous ne l'appelleriez pas de terrorisme, mais en tout cas une hégémonie totale. Je ne crois pas, non. Il y a certains moments où il y a une domination. C'est vrai que, par exemple, à la Libération, oui, les idées nationalistes ou racialistes, ou celles qui consistaient à classer les gens par race et à faire une hiérarchie des races, etc., ont été discréditées, évidemment, par la collaboration. Parce que l'extrême droite des années 30 était raciste, antisémite, autoritaire, dictatorial, etc. Et donc on a vu où ça menait. Là, on est en train de commémorer le 80e anniversaire de l'ouverture d'Auschwitz, c'est cette extrême droite-là qui a collaboré avec l'entreprise de destruction des Juifs. Bon, ça c'est clair. Et évidemment, après, les gens qui venaient après la Libération en disant « Oui, moi je pense que les races quand même, etc., ou il faut être nationaliste », ils étaient complètement discrédités par la force des choses. Donc effectivement, vous êtes déjà dans une sorte d'amalgame qui est curieux. Vous assimilez. J'assimile pas. Je constate que c'était des idées qui étaient discréditées. Vous définissez le nationalisme comme un racisme, c'est déjà un amalgame. Non, j'ai cité les deux, c'est pas pour les confondre, c'est pour les. Vous les rapprochez d'une manière qui est inattendue. Oui, évidemment. Vous savez, les nationalistes des années 30, ils étaient presque tous racistes, alors je vous assure. Hein. Oui, mais Jean Sevilla, justement, c'est intéressant parce que dans votre livre, justement, vous montrez bien que le nœud, il est là quand même, il est dans la Seconde Guerre mondiale et dans l'idée que l'on ramène finalement
toute proposition, justement, ce que vient de faire Jean-Roch. Oui, l'ambiguïté, elle est née, c'est évident qu'il y a des choses dans la pensée de droite ou d'extrême droite des années 30 qui c'est totalement inacceptable. Mais on a eu un tour de passe-passe qui s'est fait après-guerre dans la mesure où l'URSS a fait partie, système communiste a fait partie des puissances qui ont vaincu l'Allemagne nazie, et je m'en réjouis, il fallait bien vaincre l'Allemagne nazie, mais donc on a mis l'URSS dans le camp du bien, donc le communisme dans le camp du bien, et donc les communistes dans le camp du bien. Or, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on a occulté la dimension criminelle du système soviétique, on a occulté la dimension criminelle possible du communisme, et c'est quelque chose qui a perduré, et qui perdure encore aujourd'hui. Je veux dire, la publication du livre noir du communisme en 1997, c'est déjà une trentaine d'années, vous me direz, mais c'est pas si loin que ça. Je veux dire, il y a eu la façon dont ce livre a été accueilli à gauche. Je veux dire, ça a fait scandale. Lionel Jospin, je me rappelle, à l'Assemblée nationale, a protesté en disant que le Parti communiste faisait partie de la résistance, qu'on n'avait pas le droit, etc. Je veux dire, donc, au nom de la victoire de 1945, du fait que Staline était dans le bon camp en 1945, je préfère qu'il était dans le bon camp que le mauvais, c'est évident. Mais enfin, on ne fera pas mettre Staline dans le bon camp, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue d'un système démocratique régulier. Donc il y a une dimension criminelle, il y a une dimension totalitaire du communisme qu'on occulte en raison de cette ambiguïté qui a été instituée dans l'après-guerre. Laurent Geoffrin. Oui, mais les gens qui ont dénoncé le communisme, c'est aussi des gens de gauche. Il n'y a pas que des gens de droite. Ils étaient rares. Hein. Ils n'étaient pas. Qui a réfuté le premier, le léninisme? Léon Blum, Congrès de Tours. Vous lisez le discours de Léon Blum au Congrès de Tours, vous avez une réfutation philosophique et politique du léninisme qui est absolue. Ensuite, après la guerre, David Rousset, par exemple, c'est le premier à avoir utilisé le terme goulag. Le premier. Et c'est un trotskiste, un ancien trotskiste, progressiste. Qui a dénoncé le totalitarisme? C'est grande partie des gens de gauche aussi, pas que, les gens de droite, évidemment. Mais je ne refais pas du tout l'histoire. Moi, j'ai dirigé le Nouvel Observateur, qui a publié en long, en large et en travers, comme Libération d'ailleurs, Solzhenitsyn, pour bien montrer que le stalinisme, c'était horrible. C'est la vérité. Dans mon livre, je cite, il y a de très nombreuses citations, certaines venant de journaux que vous dirigiez à l'époque, qui ont attaqué Solzhenitsyn en 1973, au moment de la publication de l'archipel du Goulag, parce que Solzhenitsyn était décrit comme une espèce d'ogre rustre qui mentait sur ce système. Il y a eu des informations. Ah oui, si, je vous offrirai. Non, parce qu'il était de droite, mais c'est vrai qu'il était de droite, mais c'était pas une raison pour dire que le Goulag n'existait pas. Personne n'a jamais nié qu'il y avait le goulag. Personne n'a jamais nié. Si, on l'a nié au moment les communistes après-guerre. Oui, mais c'est pareil, les communistes et les socialistes, c'est pas pareil, je vous assure. Hein. Je sais. Je connais ça. Vous ne me l'apprendrez pas. Oui, mais vous faites comme si c'était pareil. Non, je ne fais pas du tout comme si c'était pareil. Ce que je constate, la gauche a fait ci, a fait ça. Non, l'extrême gauche. En 1997, il y a eu volontairement un mauvais accueil du livre noir du communisme à gauche, au nom, parce que c'est pour des raisons de politique intérieure, c'était l'époque de la gauche plurielle, gouvernement Jospin, il fallait pas, on avait encore les communistes au gouvernement, il fallait pas se fâcher avec le Parti communiste. Donc il y a une sorte de gêne à gauche sur la vérité que le communisme, on ne veut pas la dire jusqu'au bout pour ne pas se fâcher avec le Parti communiste. D'ailleurs, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti. Il y a des gens, effectivement, qui correspondent à votre définition, mais il y a beaucoup de gens à gauche qui étaient très anti-staliniens. Enfin, oui, mais Laurent Geoffrin, il n'y a pas le même rapport. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un deux poids, deux mesures dans la manière dont, dans notre pays, on considère l'extrême droite et l'extrême gauche? L'extrême droite est absolument honnie, bannie, effectivement, c'est une diabolisation. Et l'extrême gauche, oui, la gauche modérée peut s'allier avec l'extrême gauche et la droite modérée ne peut pas s'allier avec l'extrême droite. C'est quand même ce qui définit aujourd'hui encore les coordonnées politiques. Je ne dis pas que c'est justifié, on peut en discuter, mais je crois que c'est dû au racisme. C'est parce que l'opinion raciste est effectivement beaucoup plus moralement repoussante pour des gens de gauche. Alors peut-être à tort, on peut discuter, mais j'essaie d'expliquer. Repoussante que la liaison avec l'URSS, on peut considérer que c'est injuste, mais c'est comme ça. Et deuxièmement, il faut ce qu'on finit par oublier. Jean-Marie Le Pen, malheureusement pour lui, il nous a disparu récemment. Donc on a revu ces déclarations publiques. Déclarations publiques. On le voit face caméra qui dit mais il est évident qu'il y a des races dans le monde, qu'elles sont différentes et qu'il y a des races supérieures. Il dit ça comme ça.
Quand vous avez un type qui dit ça comme ça, qui est le leader du principal parti d'extrême droite, vous êtes bien obligé de dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas de la diabolisation, c'est de la définition. De même, moi je l'ai connu un peu avant qu'il soit vraiment connu, c'est un antisémite fou. Il était dans un repas, il sortait de table en disant « j'en ai compté 3 là, il y en a 3, vous avez vu ? C'est 3 juifs. » Et il était comme ça, il n'arrêtait pas. Et il considérait que les chambres à gaz, ça n'existait pas. Oui, mais j'explique pourquoi. Vous me demandez pourquoi. C'est intéressant le cas de Jean-Marie Le Pen. Juste le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est intéressant, Jean-Sylvia. Est-ce que pour vous, la figure de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'elle a représenté dans la Ve République pendant 40 ans, a un lien avec ce que vous appelez le terrorisme intellectuel? C'est-à-dire qu'il a été à la fois victime du terrorisme intellectuel et en même temps il a nourri ce terrorisme intellectuel par ses excès, ses propos inacceptables. C'est évident. Le personnage est un personnage ambivalent de ce point de vue-là. Il a été victime, c'est-à-dire victime, c'est-à-dire que Le Pen ayant pris l'immigration comme un thème fort, je dirais, de son discours politique, il ne fallait plus parler d'immigration, sinon parce qu'il ne fallait pas parler comme Le Pen. Dans toutes les années 80, dès qu'un homme de droite classique, je parle de la droite institutionnelle, émettait ce qui était le cas du RPR des années 90, je veux dire, 80-90, émettait des projets de loi pour limiter l'immigration, etc. Je veux dire, on lui disait, vous parlez comme Le Pen, et donc ça devenait le grand interdit. Au nom, brandissant Le Pen, c'était le principe de l'amalgame du terrorisme intellectuel, on interdisait un thème qui était celui de l'immigration. Je veux dire, ça a joué énormément. Donc de ce point de vue-là, il a été une victime ou un agent involontaire du terrorisme intellectuel. Et en même temps, c'est évident qu'il a nourri par ses propos, il a alimenté, je dirais, le terrorisme intellectuel. Mais je veux dire, mais là aussi... Le fait de dénoncer Le Pen, c'est du terrorisme intellectuel. Non. Oui, attendez, on marche sur la tête, politiquement correct, on va dire, voilà. Mais dire que Le Pen avait tort d'être antisémite ou raciste, c'est du politiquement correct? Non. C'est pas sérieux de dire ça. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais si, vous venez de le dire. Non, je ne l'ai dit ni pensé. Vous parliez d'autre chose, alors. Je parlais d'autre chose. Est-ce que l'étiquette extrême droite n'a pas été employée à tort et à travers dans le débat public? Je ne parle pas pour qualifier Jean-Marie Le Pen, mais pour qualifier toute autre personne. Vous savez, moi-même, autour de ce plat, j'ai été qualifiée d'extrême droite. Énormément de gens de droite sont qualifiés d'extrême droite. Est-ce que cette étiquette n'a pas été employée à tort et à travers par la Il y a certainement des cas où ça a été exagéré, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas qualifier de fasciste l'extrême droite légale en France. Parce que ce pas des fascistes. Fascistes, c'est violent. Il y a des gens violents à l'extrême droite, mais ils ne sont pas au Front National. Enfin, pour l'essentiel, en tout cas. Mais chez Zemmour, c'est différent. Mais donc, je me suis toujours efforcé dans mes papiers et dans mes journaux de distinguer les étiquettes. Les fascistes sont des fascistes. C'est des gens qui mettent en place une dictature, en général. Et donc Lionel Jospin a pu dire un jour que l'antifascisme des années 80, du mitterrandisme était du théâtre. C'est vrai, c'est Lionel Jospin qui l'a dit. Il a dit ça pour l'entre-deux-tours de 2002, effectivement, notamment. Il a dit en 2007 au micro de Finkielkraut, je veux dire, l'antifascisme à l'époque de Mitterrand, c'était du théâtre. Je veux dire, quand un premier ministre socialiste dit ça, ça donne à réfléchir. Sur une forme de manipulation d'esprit. Ils disent pas tous la même chose. Non, mais est-ce que c'est pas vrai? L'antifascisme était un peu un théâtre, Laurent Geoffroy? L'antifascisme, moi, comme j'utilise pas le mot fasciste pour le Front National, l'antifascisme est une étiquette mauvaise. C'est comme le terrorisme intellectuel, c'est des mauvaises étiquettes. Mais la chose, c'est-à-dire le fait de dénoncer de manière virulente les thèses du Front National, on a bien le droit, enfin. On a l'impression qu'on n'est pas en démocratie. C'est ça qui me gêne dans cette affaire. On n'est pas en démocratie parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses. Mais on a le droit de dire. On dit on a le droit de parler d'immigration, mais on en parle depuis 30 ans. On en parle tout le temps. Dès qu'il y a un fait divers, dès qu'il y a un problème, un machin, etc., on parle de l'immigration. Non, alors c'est un des thèmes principaux du débat public. Alors bien, on ne dit pas la même chose. Les gens qui disent on ne parle pas d'immigration, c'est parce qu'on n'en parle pas comme eux. C'est pas pareil. Et qu'on défend l'idée que l'immigration peut être utile à certains moments, etc. Tout ce discours, on ne va pas faire un débat sur l'immigration, mais on en parle tout le temps. Donc cette idée selon laquelle la démocratie française occulte certains sujets est fausse. La démocratie est imparfaite, donc il y a des phénomènes de conformisme ou d'intolérance ou de choses qui sont occultées parfois, etc. Mais ce n'est pas beaucoup. Mais c'est pluraliste. On dit, par exemple, le Parti communiste dominait la vie intellectuelle dans les années 50. Oui, ils étaient très puissants et Sartre avait un prestige incroyable. Mais Camus
Camus, il était marginal. Oui, mais il n'était pas de droite non plus, Camus. Il ne faut pas non plus. Oui, mais il n'était pas communiste. C'est qu'il y avait peut-être une domination. Il n'était pas communiste. En plus, sur l'Algérie, il avait une vision nuancée, Camus, qu'on lui reprochait d'ailleurs, l'extrême gauche. Et Raymond Aron, il était dans une cave où il était caché dans un réduit quelconque. C'est pas vrai du tout. Et on fait comme s'il n'y avait pas de presse de droite. Mais moi, je me souviens de la presse de droite des années 70, ils étaient très virulents. Parce que quand la gauche unie était en train de monter vers le pouvoir, alors là, Mitterrand était le plus injurié des hommes politiques de France, de loin. Et on nous disait, vous allez faire faire le jeu du Parti communiste qui va instaurer une sorte de dictature à travers les syndicats, l'union de la gauche, les nationalisations, etc. Et rien de tout ça ne s'est passé, évidemment. Mais c'était ça le procès qu'on nous faisait. C'était pas du tout un procès sympathique, quand même. On nous reprochait de vouloir étrangler les libertés. Alors qu'en fait, on a passé notre temps... Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean Sévilla? Laurent Geoffrance, vous accusez la droite d'être elle-même... la droite était virulente. Il y avait un terrorisme intellectuel de droite. La droite, terrorisme intellectuel, ça a pu exister, un terrorisme intellectuel de droite, oui, c'est possible. Mais enfin, sociologiquement, il se trouve que dans le monde, dans la société française, depuis les années d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, voilà, le monde intellectuel est dominé par la gauche. C'est un droit que je reconnais à tous les intellectuels de gauche. En tant que citoyens français, ils ont le droit d'avoir toutes les opinions qu'ils veulent. Mais c'est une donnée sociologique. Si vous prenez l'université, si vous prenez le monde de l'enseignement secondaire, si vous prenez le monde médiatique, etc., les grandes institutions culturelles, la recherche scientifique, toutes ces institutions-là qui ont une importance considérable dans la vie sociale, puisque ce sont les institutions qui forment les mentalités des citoyens. Toutes ces institutions-là, ces corps sociaux-là, penchent à gauche. Encore une fois, en tant que citoyen français, c'est leur droit le plus strict. Seulement quand toute une profession, pour prendre celui des journalistes, par exemple, on sait que 70 à 80% des journalistes français votent à gauche. C'est leur droit. Mais quand une profession est si massivement orientée, ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur le contenu de l'information. Donc, c'en a une. Voilà. Donc, voilà. Par ailleurs, je voulais quand même vous répondre, parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais je voulais vous dire, je ne confonds pas que le débat. Le débat, c'est évident que la démocratie est pluraliste et il y a des opinions différentes, et je ne reproche pas à quelqu'un d'être de gauche. Je veux dire, c'est comme ça. Moi, je suis de droite, mais ça me dérange. Bon, mais attendez. Il y a un pluralisme en France. Et donc, il n'y a pas de pensée unique, il y a un pluralisme. Il faut choisir, là. Il ne peut pas avoir en même temps la pensée unique et en même temps plusieurs pensées. Il y a le pluralisme dans le jeu électoral, mais je veux dire, le pluralisme n'existe pas dans tous les corps sociaux. Je veux dire, si un jeune journaliste qui arrive dans la moyenne d'une rédaction française, s'il ne penche pas vers le courant dominant, je veux dire, il a sa carrière, et sa carrière n'avancera pas. Je veux dire, il y a de facto des freins. Mais la carrière de Pascal Praud a très bien marché, je vous assure. Hein. Il a commencé par faire du football, puis maintenant, d'accord, mais enfin, je veux dire, ne prenez pas... Vous prenez des cas emblématiques qui cachent, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Pas du tout, voilà. C'est la première chaîne d'info, CNews. Bien sûr, mais non. Bien sûr, oui, mais quand même. C'est la première chaîne d'info. De même qu'Europe 1 est une radio importante. Valeurs Actuelles est un hebdo qui vend pas mal. Le Figaro est un journal important. Parce que vous faites comme si le Figaro n'avait jamais existé. On aurait la pensée unique, donc il n'y a pas de presse de droite. Mais le Figaro, il existe depuis longtemps. Peut-être, Jean Sévilla, est-ce qu'il n'y a pas quand même, Laurent Geoffrin touche un point intéressant, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un vrai pluralisme médiatique? Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui... vous republiez votre livre aujourd'hui, avec des nouveaux chapitres évidemment, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le climat quand même a changé depuis 2000, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plus de pluralisme médiatique, plus de voix qui s'expriment portant des idées de droite dans le pays. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé en 25 ans. Mais je ne fais pas comme si rien ne s'était passé en 25 ans. J'explique dans mon livre qu'il y a des changements qui sont intervenus. En effet, il y a d'une part le phénomène la multiplication des canaux médiatiques. Je veux dire, quand j'ai commencé mon métier, moi, il y avait 3 chaînes de télévision, des journaux, etc. Voilà. Le fait maintenant qu'il y a une multiplicité de chaînes, etc. Grâce à la gauche. Les chaînes d'information continuent avec le principe des débats continus, je veux dire, donnent
donne une impulsion, il y a les réseaux sociaux, il y a une nouveauté technologique qui fait que tout Français a dans sa poche un smartphone qui est à la fois un téléphone, un ordinateur, une télévision et une radio. Donc il y a une multiplication du discours. Et il y a eu, à partir des années, un changement, en effet, dans le monde intellectuel. À partir des années 2000, il y a le phénomène que votre ami Daniel Linnetberg appelait, je ne sais pas si c'est votre ami, pardon, mais enfin, appelait les néo-Irak, c'est-à-dire dans son... Les nouveaux réactionnaires. Oui, c'est ça, les nouveaux réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui venaient de la gauche, qui ne parlaient plus comme la gauche. Bon, voilà. Et puis, à partir des années 2010, on a eu une vague conservatrice, de droite, enfin chez les intellectuels. Il y a de nouveau, aujourd'hui, il y a une pléiade de jeunes journalistes, essayistes, historiens, etc., qui ne sont pas dans le courant de la gauche, c'est évident. Voilà. Donc de ce point de vue, il y a un changement. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne dans la société. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité plus importante, en effet, au niveau du discours. Maintenant, il faut voir comment ça fonctionne dans la société. Or, dans la société, j'en suis désolé, mais dans la société, dans les profondeurs de la société, le monde culturel, le monde intellectuel reste marqué par ce paradigme selon lequel être de gauche serait bien, être de droite supposerait de s'excuser, être d'extrême gauche serait un péché de jeunesse un peu pardonnable, et en revanche être à droite de la droite, ça vous bannirait à jamais de toute vie sociale. Voilà, c'est ce principe-là. On est toujours dans ce principe-là. Donc moi je pense de ce point de vue-là que le progrès il est relatif. On a ouvert, en effet, je l'ai écrit dans le Figaro Magazine, on a ouvert des brèches dans le mur du gauchisme culturel, selon l'expression de Jean-Michel Le Goff, mais le mur il est toujours là. Donc je pense que le système est encore en place. Laurent Geoffrin, vous avez une lecture opposée, j'imagine. D'accord, mais il y a certains milieux qui sont dominés par la gauche, admettons, d'accord. Il y a quand même des gens de droite dans ces milieux. Dans le théâtre, il y a des gens de droite. Ici, oui, il y en a. Oui, forcément, oui. Cette maison. On est dans un pays de liberté. C'est ça que vous n'arrivez pas à bien saisir. On est dans un pays de liberté. C'est-à-dire que vous pouvez faire un journal, vous ne demandez rien à la personne, vous faites un journal. Vous pouvez aller à la télévision, il y a plein de chaînes maintenant, a fortiori sur le net, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pas totalement ce que vous voulez, parce qu'il y a quand même dans le cadre des lois. Une judiciarisation du débat. Comment ? Il y a une judiciarisation du débat quand même, de plus en plus. Oui, parce qu'on a interdit le racisme et un certain nombre d'appels au meurtre. Oui, ça c'est interdit. C'est interdit dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Et c'est pas. On a une législation particulièrement sourcilleuse. Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais par exemple, je prends un exemple. Sur la presse, elle est extrêmement libérale et on est rarement. Les journaux sont rarement condamnés, très rarement condamnés. La loi de 1880 est très libérale, mais il y a toute une judiciarisation du débat par une extension de la législation qui me paraît. Sur la presse qui s'applique pour l'expression. Je prends un exemple, par exemple, je prends trois exemples. Éric Zemmour qui se retrouvait devant un tribunal. Il a tenu des propos racistes. Pour avoir dit, par exemple, que Pétain avait sauvé des Juifs, on peut ne pas être d'accord avec ce propos, c'est mon cas, mais est-ce que ça mérite d'être jugé devant un tribunal? Qu'est-ce qu'il est allé en prison? Non, mais il a été condamné. Et Pascal Bruckner, qui a été traîné devant un tribunal parce qu'il a eu des propos sur Rocaille-Diallo, il a été gracié, innocenté, mais il est quand même allé devant un tribunal. Georges Bensoussan, l'historien, qui a été traîné devant un tribunal. Non, mais il y a quand même. Vous allez devant le tribunal, forcément. Oui, mais le fait que la plainte soit recevable, qu'il y ait un procès, c'est quand même une forme d'intimidation. On ne peut pas le. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui il y a des lois contre le racisme, c'est vrai. Oui, mais on peut le regretter, mais il y a des lois contre le racisme, il faut les appliquer. Oui, mais l'interprétation du racisme est devenue si extensive et que ça s'applique aux mœurs, à la religion, à tout ce que l'on veut, qu'il y a des dérives. Je suis désolé. Enfin, franchement, moi j'ai vécu sous l'emprise de la loi sur la presse pendant 30 ans. Je peux vous assurer que, oui, il y a des exceptions, il y a toujours des cas où on est condamné. Enfin bon, en général, on gagne, alors même qu'on fait parfois des bêtises. Et on publie des choses qu'on n'aurait pas dû publier. Oui, mais il y a le réflexe. Et alors, là où ça s'effondre complètement, votre discours, c'est sur Internet. Alors là, on va en parler des réseaux sociaux. C'est quasiment l'égout. On peut mettre ce qu'on veut. Alors là, et les gens qui diffusent ça ne sont jamais attaqués. C'est-à-dire les patrons des réseaux. On les laisse diffuser des appels au meurtre, du racisme, de la pédophilie. Pas de problème.
Et ils disent, mais c'est pas nous, c'est les gens qui ont mis ça sur les réseaux, c'est pas nous, on n'y est pour rien. Tu parles? Non, il y a quand même une loi là aussi, mais je voudrais qu'on parle d'un sujet en particulier, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, Jean Sévilla, c'est la question de l'immigration. Effectivement, vous dites dans votre livre que ça a été pendant longtemps un sujet tabou, qui justement, à cause de ce terrorisme intellectuel, aurait été évacué du champ médiatique et n'aurait pas été traité politiquement. Et je voudrais qu'on revienne sur une déclaration de François Bayrou cette semaine qui a fait beaucoup réagir, notamment à gauche et même au centre. Il a parlé de submersion migratoire, on va l'écouter. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Jean Sévilla, est-ce que le fait que François Bayrou, qui est plutôt un homme du centre, très, très modéré, que François Bayrou emploie le mot submersion pour parler de l'immigration, est-ce que ça ne montre pas ça a bougé, les lignes ont bougé sur ce sujet dans notre pays et dans le débat? Oui, je vous rappelais, puisque je suis historien, je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, dans une interview au Figaro Magazine en 1991, avait aussi déclaré qu'on était en train de passer d'une immigration de peuple, d'une immigration simple à une immigration de peuplement. Voilà. Et il avait employé le mot de subversion migratoire aussi. Donc, à l'époque, ça avait fait tout un scandale. C'est un propos de bon sens qu'a tenu le Premier ministre, ça arrive. Donc, le fait même qu'on se scandalise de ce qu'il a dit, il y a une impression de subversion migratoire. Je veux dire, il y a des millions de Français qui ont ce sentiment. Je veux dire, alors pas n'importe où, peut-être pas au fond du Cantal, mais enfin, les gens qui habitent dans Seine-Saint-Denis ont vraiment se rendre compte que la population a changé. Alors, je veux dire, là encore, le terrorisme intellectuel va dire c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme. Je veux dire, une société, moi je pense aussi qu'une société peut intégrer des étrangers, ça se fait, etc. Mais ça suppose du temps, ça suppose un travail d'éducation, un travail d'assimilation, le mot est honni aujourd'hui, mais enfin voilà, quand ce travail-là n'est pas fait, ben, il y a un sentiment de dépossession culturelle de la part des populations qui sont là depuis longtemps, et ça crée de la tension et de la tension sociale, qui peut être susceptible de dégénérer, de déboucher sur du racisme d'ailleurs. Donc je pense que l'antiracisme peut comme ça engendrer avec des bonnes consciences du racisme. Je veux dire, c'est d'ailleurs ce qu'avait analysé Paul Lyonnais il y a 30 ans, lui on a connu un sociologue qui avait publié une thèse dans ce sens-là. Il a été, à l'époque, il a été vilipendé, notamment par le Nouvel Observateur, parce qu'on l'accusait de faire le jeu de Le Pen. Alors, d'y montrer une réalité simple. Oui, ben justement, Laurent Geoffrin, c'est intéressant parce que Paul Lyonnais il attaquait de manière très polémique et très virulente, à mon avis de manière excessive, le SOS Racisme, qui était une association universaliste. Je rappelle juste le contexte. Paul Lyonnais en 1993 publie Voyage au cœur du malaise français, un livre où il dit que SOS Racisme notamment va finalement aboutir à un retour de la race dans le débat, ce qui est absolument ce qui est arrivé, et qu'il critique aussi le fait que toute critique de l'immigration soit assimilée à du racisme. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous, Laurent Geoffrin, vous l'aviez qualifié d'allié objectif de Le Pen, et vous aviez fait un article qui s'appelait, je crois, Quand l'intelligentsia soutient Le Pen. Est-ce que vous... Directement, c'est un peu vrai, parce qu'il attaquait de manière, à la base, et de manière fausse. Moi, j'ai bien connu les SOS Racisme, je vous assure. Ils n'étaient pas du tout communautaires. Pas vrai, ça. Il y avait une autre association, qui était, je ne sais plus comment ils s'appelaient, les gens qui avaient fait la marche là, des beurs. La marche des beurs. Qu'on appelait la marche des beurs. Eux, ils étaient plus communautaires. Mais SOS Racisme était attaqué d'ailleurs par l'autre marche, sur le thème, vous êtes des républicains, qui ne connaissaient pas la réalité des banlieues, vous tenez un discours plaqué, etc., parce que vous êtes universaliste. C'était une association qui était dirigée par un juif, Julien Drey, et un antillais, Harlem Désir, et dans laquelle il y avait beaucoup de musulmans. Et qui était soutenu par l'Union des étudiants juifs de France et par les associations musulmanes de banlieue.
Donc on ne peut pas dire que c'était un truc communautaire, c'est pas vrai, c'est faux. Et donc l'attaque de Yonnet était mal orientée, était mal conçue. Ils n'étaient pas pour le droit à la différence, ils étaient pour l'égalité des droits, c'est pas la même chose. Et ils étaient très républicains, en fait ils étaient socialistes, la vérité. Ils étaient membres du PS. Socialiste, c'est un trotskiste, mais enfin bon... Oui, ils n'étaient plus trotskistes, ils étaient passés au Parti Socialiste. Oui, il y a des trotskistes qui restent très longtemps trotskistes, tout un tas de socialistes. C'est pas le cas de Julien Drey, que je connais, je vous assure, je le connais très bien. Et d'ailleurs, maintenant, il a des positions qui sont beaucoup plus... Encore plus. On ne va pas pleurer sur... Non, mais vous me faites rire. Je veux dire, comme si SOS Racisme étaient des bons jeunes gens qui avaient aucune... quasiment apolitique, voulaient simplement que tous les gens qui habitent en France s'embrassent et soient tous gentils les uns avec les autres. Il y avait un regard politique. Si, il y avait un regard politique. SOS Racisme était une entreprise politique qui visait à culpabiliser tout discours appelant au contrôle de l'immigration, à dire mais non, il n'y a pas de problème, mélangeons-nous, tout va bien se passer. Mais si, c'était une entreprise politique, c'est vrai. Mais c'était une entreprise politique destinée à redonner une espèce de jouvence jeune et antiraciste à la gauche française, qui était dont les thèmes sociaux se heurtaient à la réalité économique. Ils avaient du mal sur les questions sociales. Et donc ils ont pensé que c'était bien de promouvoir cette association qui était sympathique, jeune, séduisante, etc. Donc c'était ça le calcul. Il y avait un calcul politique, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas celui que vous dites. Laurent Geoffrin. Et par ailleurs, je termine une chose sur l'immigration. Qui a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il faut en prendre sa part? Michel Rocard. Michel Rocard. Et quand vous écoutez, vous reprenez, d'ailleurs sur le net ça circule beaucoup, il y a des phrases de Mitterrand qui sont extrêmement raides, qui disent voilà, les gens qui sont là de manière irrégulière doivent être envoyés chez eux. Et quand vous regardez les expulsions, parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Quand vous regardez les expulsions, il y en a 20 à 30 000 par an sous la gauche. Et il n'y en a pas beaucoup moins ou beaucoup plus sous la droite. Parce que c'est très difficile d'expulser les gens. C'est compliqué, ça coûte cher, il faut que les pays d'accueil, vous savez ça par cœur. Et donc le comportement concret de la gauche au pouvoir et de la droite au pouvoir sur la question de l'immigration est moins différent qu'on le croit. Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que la gauche aurait été ferme en matière d'immigration? Oui, parce que la droite a été extrêmement complexée, précisément à cause du discours amalgamant tout discours appelant à une certaine maîtrise de l'immigration à la rapprocher avec Le Pen étant, etc. etc. Je veux dire, c'est le jeu de l'amalgame, c'est le jeu du terrorisme intellectuel. Je voulais aussi rappeler que quelqu'un qui a parlé, c'était très intéressant, du seuil de... Et oui, il existe un seuil de tolérance dans les sociétés, c'était le roi Hassan II, le roi du Maroc. Mitterrand aussi a dit ça. Oui, c'est vrai. Comme quoi ils ne disent pas tous des choses naïves et comment dire... Non, mais parfois ils disent des choses en privé aussi qu'ils ne disent pas en public, comme François Hollande sur la partition, le risque de partition. Là, on parle de déclaration publique. Oui, d'accord. Bon, toujours est-il qu'il y a une forme d'irénisme. Vous confondez l'extrême gauche et la gauche. C'est pour ça qu'il y a un problème. Non, je ne la confonds pas. Non. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un irénisme commun de la gauche et de la droite face au problème migratoire et que nous sommes aujourd'hui, en 2025, face à un problème immense que personne ne sait vraiment comment résoudre. 500 000 arrivées par an en France, c'est quelque chose d'intenable, de raisons économiques, culturelles, etc., etc., etc. Je veux dire, le résultat, c'est qu'on a une sorte de patate chaude dont personne ne sait quoi faire. C'est un problème immense qui met en jeu l'avenir de la société, qui met en jeu la paix civile, qui met en jeu le équilibre économique, qui met en jeu, etc., etc. On va aligner les items, là encore. Et je veux dire, le problème n'est pas résolu. Et je pense qu'il y a une responsabilité de la gauche morale, avec la complicité de la droite qui souvent n'osait pas de droite sur ce sujet-là, parce que complexé n'osait pas dire oui, il faut aborder la question de fond du comment peut-on réguler l'immigration en France. Moi je le dirais différemment. La gauche a eu tort, un tort très important, de ne pas proposer une politique d'immigration cohérente, sérieuse. Ils n'ont pas fait ça. Mais ils n'ont pas fait ce travail. C'est-à-dire qu'ils réagissent à l'actualité en disant c'est horrible, on veut expulser, parfois ils ont raison, on veut expulser des gens à tort ou en dehors des formes de droit, là ils ont raison. Mais elle n'a pas pondu un projet sérieux parce que les principes, ils sont connus. Un, il faut respecter les traités internationaux. Deux, tout le monde ne peut pas venir. Et il n'y a pas de droit d'installation. On n'est pas obligé d'accueillir tout le monde. Personne ne dit ça, à part quelques associations.
Non, je vous assure, il faut en parler, y compris avec la plupart des associations qui s'occupent des migrants. Ils n'ont jamais dit qu'il y aurait un droit d'installation. Pardon, mais le programme du NFP aux dernières législatives, du Nouveau Front Populaire qui représentait l'ensemble de la gauche, c'est ce que je voulais dire. Promet veut étendre encore le droit d'asile à tous les réfugiés climatiques. Ce programme ne tient pas la route, à mon avis. Voilà, c'est mon opinion. Oui. Le programme sur l'immigration ne tient pas la route. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire une politique de droite. C'est pas vrai, ça. Il n'y a pas que la droite qui a des idées sur l'immigration. Est-ce que vous-même, vous avez évolué sur ce sujet? Vous avez changé? Vous avez toujours dit la même chose? Oui, parce que vous comprenez, alors, dans les années 70 et les années 80, c'était le début de la montée de Le Pen d'une part et de l'immigration d'autre part. Donc on parle, au fur et à mesure, on évolue forcément, bien sûr, oui. Bien sûr. Justement, je voulais vous poser la même question, Jean-Sévier. Est-ce que vous, il y a des sujets sur lesquels vous avez évolué, changé d'avis et peut-être rejoint, pas la gauche, mais enfin, vous avez accordé un certain crédit à la gauche sur certains sujets? Est-ce que ça vous est arrivé d'évoluer? Oui, sûrement. Sur une question comme, je dirais, la défense de l'environnement, je pense que la gauche a été souvent un peu plus clairvoyante avant la droite. Voilà. La droite a pris pourtant... protéger la nature, c'était un principe conservateur, je trouve. Mais enfin, je pense que là, la gauche a été souvent plus clairvoyante. Je le reconnais. Et moi-même, il y a certains sujets sur lesquels j'ai évolué. Mais enfin, je suis aussi historien, journaliste, et quand on travaille sur des sujets, on découvre des choses qu'on ne pensait pas. Enfin, travailler, ça vous fait changer, par définition. Je voudrais qu'on revienne sur un dernier sujet, c'est la question du débat aujourd'hui, du débat public, qui est rendu quand même de plus en plus difficile. Et vous soulignez d'ailleurs dans votre livre, Jean Sévier, la difficulté de débattre, en particulier peut-être en France. Est-ce que vous avez le sentiment que cette espèce de tropisme, cette difficulté à débattre, à échanger des arguments, à sans cesse se qualifier de nom d'oiseau, à se disqualifier, elle est aussi proprement française quelque part? Donc elle est particulièrement forte en France parce que, alors, je suis désolé, Laurent Geoffrin, je vais vous fâcher de nouveau, mais il y a un héritage qui est évidemment plus fort à gauche, mais qui est aussi à droite. Enfin, il y a l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire de la terreur. Voilà. Non, mais attendez, laissez-le terminer, vous réagirez après. Voilà. Oui, je sais. En 1789, c'était pas la terreur, c'était les droits de l'homme. C'est un débat qui n'est pas nouveau. C'est pas un débat qui n'est pas. Si François Furet, qui écrivait dans le journal, qui écrivait d'excellentes choses dans le journal que vous dirigez à l'époque, a montré qu'au fond, 1793 est contenu dans 1789. Mais le sujet n'est pas là. Enfin, si, le sujet est là. Nous ne sommes pas un pays de la réforme. Mais pourquoi ne sommes-nous pas un pays de la réforme? Parce que nous sommes un pays héritier de la Révolution française. Il y a cette idée chez nous, qui est dans les institutions, qui est dans les mentalités, c'est qu'au fond, par la réforme, on ne progresse pas et qu'on progresse uniquement par la violence, par les chocs politiques. Et d'ailleurs, enfin, c'est très, très, très notoire. Comme je veux dire, les dernières élections françaises de juin 2024, dans une autre démocratie, les choses seraient passées un petit peu autrement. Je veux dire, on n'a pas du tout la culture de compromis entre familles politiques différentes. Je veux dire, ça induit des blocages là où d'autres démocraties arrivent à fonctionner sur la base d'accords programmatiques. On trouve des accords. Donc il y a une culture dans la violence. Moi, j'irais même violence plus loin. Je dirais qu'on tente à être un pays de la guerre civile. Voilà. Il y a chez nous, il y a le sang coule, il y a de la violence, on casse. Et ça, c'est quand même plus français qu'anglais, plus français qu'allemand. Donc on a un héritage qui est lourd de ce point de vue-là. Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec cette... Je suis d'accord sur la culture du compromis. La France n'a pas la culture du compromis, ça se voit, on le voit tous les jours. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur les réformes, parce que moi je fais partie de la gauche réformiste. Quand la gauche a gagné, c'est parce que les réformistes dominaient. Si ça avait été la gauche révolutionnaire qui avait dominé, elle aurait perdu. Si c'était le Parti communiste qui avait dominé en 81, la gauche aurait été écrasée. C'est parce que Mitterrand a inversé le rapport de force et qu'au premier tour, le Parti communiste s'est effondré. Il faut s'en souvenir de ça. Tombé à 16% alors qu'il était au-dessus de 20%. Et donc, du coup, les gens se sont dit, bon, alors si les communistes sont à la ramasse, il n'y a pas de danger pour les libertés. Et donc, on peut voter Mitterrand. C'est comme ça qu'il a gagné. Et donc, quand la gauche réformiste domine la gauche, elle gagne. Elle peut gagner. Pas toujours, mais elle peut gagner. Front populaire, Libération, Mendès, qui n'a même pas compté les voix communistes dans sa majorité. Mitterrand, Jospin, Hollande, à chaque fois, c'était toujours les socialistes ou les sociodémocrates ou les républicains comme Mendès qui étaient
les dirigeants de la coalition. Et c'est la seule manière de gagner. Et aujourd'hui, comme c'est encore Mélenchon qui domine, la gauche n'a pas gagné une voix depuis 7 ans. On est complètement minoritaire en ce moment. Regardez, on est à moins de 30%. Pourquoi cette culture de la grève à gauche si forte, même dans la gauche réformiste, si vous voulez voir, nous sommes le pays de la gréviculture, c'est quand même sidérant. Ça s'est effondré, le nombre de journées de grève s'est effondré. C'était vrai dans les années 70 éventuellement. Mais alors, maintenant, les grèves, il n'y en a plus, c'est terminé. À part la SNCF. La fonction publique un peu. Ah bah oui, mais... Oui, mais enfin c'est bon, il a le droit de faire grève quand même. Il y a eu un débat récemment concernant le réseau social X, donc possédé par Elon Musk, qui est accusé par la gauche d'avoir fait gagner Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Et beaucoup de personnalités de gauche ont décidé de quitter ce réseau en protestation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Laurent Geoffrin, dans le sens où, face au retour de la droite dans le débat d'idées, une certaine gauche a tendance à opter pour une solution de repli, c'est-à-dire plutôt que d'aller investir les lieux de débat et les lieux de discussion, va finalement se replier sur des citadelles en allant sur des réseaux sociaux progrès. Vrai, ça existe. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger à long terme pour la gauche d'abandonner ses positions? Sur la question de X, c'est pas vrai. Oui, il y a une forme mais c'est surtout l'extrême gauche quand même, faut être honnête. Non, c'est pas vrai, sur X par exemple, l'extrême gauche reste, Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis restent, et ceux qui sont partis, c'est toute la gauche modérée, à la Glucksmann et compagnie. Mais je pense que c'est une bêtise, parce que il vaut mieux rester et discuter que s'en aller. Parce que si vous partez, vous perdez tout le bénéfice du travail que vous avez fait depuis des années pour avoir des gens que vous influencez. Oui. Le but du réseau, c'est de gagner des partisans. Donc là, vous quittez tous vos partisans et vous allez sur un réseau, il n'y en a pas. Alors, il faut tout recommencer à zéro, ça me paraît aberrant, du point de vue tactique de la diffusion de vos idées. Ça me paraît une erreur. Et deuxièmement, la question de X, c'est la question de la loi. On a passé une loi en Europe, ça s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui donne des règles pour... et c'est une loi, à mon avis, d'ailleurs, insuffisante. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne met pas en cause, par exemple dans l'affaire Paty, pourquoi les réseaux qui ont diffusé les appels au meurtre s'en tirent sans... Vous vous rendez compte si j'avais publié ça, moi, dans un journal, un appel au meurtre pour aller tuer un professeur. Non mais attends, j'aurais été en prison. C'est ce qu'a fait Facebook, c'est ce qu'a fait X aussi. Tous ces réseaux diffusent des messages d'appel à la haine, islamistes, terroristes, etc. C'est un truc de dingue. Et pourquoi on les laisse faire ? C'est incompréhensible, ce truc-là. Le problème, c'est que si vous voulez mettre en place une modération instantanée, vous faites comme en Chine, c'est-à-dire vous embauchez 1 million de modérateurs. En Chine, c'est le cas, je crois qu'il y a 1 million de modérateurs fonctionnaires de l'État. 1 milliard. Oui, mais qui sont... mais c'est pourquoi on ne le fait pas ? Parce que ça porte atteinte Mais surtout, on ne le fait pas parce que ça demanderait des moyens absolument colossaux que seule une dictature peut effectivement mettre en place. Parce qu'il s'agit de vérifier chaque message qui est posté sur les réseaux sociaux. Il y a un phénomène de modération, mais a posteriori. Mais si vous voulez le mettre en place a priori, c'est impossible. Ils sont capables, quand je m'achète des pare-battages pour mon voilier, de m'envoyer 22 publicités immédiatement, mais dans la seconde, sur les pare-battages. Et ils ne sont pas capables de repérer les messages racistes. Ils se moquent du monde. Ils les repèrent, ces gens-là se moquent du monde. Oui, non, mais il y a pourquoi ils veulent pas le faire ? Parce que ça va réduire leur profit. C'est ça le problème. C'est pas du tout une question de principe. Ils s'en foutent. D'ailleurs, la censure, ils la pratiquent eux-mêmes, puisqu'il y a des messages qu'ils enlèvent. Ils truquent les algorithmes pour favoriser les uns plutôt que les autres. Enfin, ce sont des hypocrites totaux, ces gens-là. Et... J'en sais... On est d'accord. Non, mais j'en sais rien. Non, mais quel regard vous jetez, vous, sur effectivement les réseaux sociaux ? Vous avez parlé des chaînes d'infos continues, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ils ont été un outil formidable pour faire sauter la chape de plomb du politiquement correct. Aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux plein de sujets ou de non-dits qui n'étaient pas traités médiatiquement, qui évidemment ressurgissent sur les réseaux sociaux. Il est impossible d'ignorer un débat ou de nier un sujet en France à l'époque des réseaux sociaux. Oui, enfin, je ne suis pas sûr. Oui, mais enfin, en même temps, je pense que les réseaux sociaux, c'est comme la langue d'Ésope, la pire et la meilleure ou la pire des choses. Je veux dire, il y a un côté assez terrifiant. Je veux dire, enfin, le principe du tweet, je ne sais plus si on dit tweet maintenant sur X, enfin,
tenir une pensée, une analyse politique ou géopolitique sur un sujet profond en 245, c'est une absurdité. Les réseaux sociaux, c'est le règne de la petite phrase, du buzz, de la polémique. Je veux dire, c'est tout sauf pour développer une pensée profonde, approfondie, sereine, citoyenne. Donc, là, moi, je ne suis pas du tout un emballé des réseaux sociaux. Hein. Moi, je ne saurais pas dire si le danger est pire que la part négative est pire que la part positive. J'hésite, sincèrement. Et est-ce que peut-être c'est pas le cœur de votre sujet quand vous parlez du terrorisme intellectuel, une forme de pensée simplificatrice qui résonne par anathème. Est-ce que c'est pas accentué aujourd'hui par une forme d'amoindrissement du débat, de baisse du qualité du débat et tout simplement de baisse du niveau. Du baisse de niveau, voilà, tout simplement. Vous en parlez d'ailleurs un peu dans votre livre. De toute façon, il y a un problème de baisse du niveau qui est lié à l'effondrement des niveaux de l'école. Tout le monde sait qu'un bachelier d'aujourd'hui n'a pas le niveau d'un bachelier de 30 ans, qui est d'il y a 30 ans, qui lui-même n'avait pas le niveau d'un bachelier d'il y a 60 ans. Je veux dire, voilà. Donc il y a une baisse du niveau qui se répercute sur l'ensemble de la société. C'est vrai pour ce qui est des élites, je mets les guillemets, je veux dire, le monde politique est souvent, quand on parle avec des hommes politiques ordinaires, leur niveau, leur bagage culturel, historique, philosophique, et d'une pauvreté absolument affligeante, pardon pour eux. Voilà. Mais donc, et donc tout a baissé, tout a baissé. Et donc, et comme ça a aussi des incidences sur le langage, les mots ne sont plus compris, la nuance n'est plus comprise, ce qui est aussi générateur de violence, parce que quand on ne se comprend plus par les mots, bien la tentation, c'est de régler les problèmes à un coup de poing, quoi. Je dirais. Donc, il y a de ce point de vue-là des éléments qui sont extrêmement préoccupants dans notre société. Laurent Geoffrin, peut-être dernier mot, est-ce que vous serez d'accord au moins avec ça, avec Jean-Sylvia, sur une forme de baisse de niveau, une impossibilité de la nuance, parce qu'il y a une baisse de niveau scolaire moyen qui est mesurée par les enquêtes internationales, donc c'est un fait, oui, c'est vrai. Et ça c'est depuis une vingtaine d'années, parce que il y a un effet trompeur, quand même, il faut me le dire. Dans les années 50, les 10% des gens avaient le bac. Oui. Aujourd'hui, il y en a 80%. Donc, si vous prenez les 10% du sommet des 80% qui ont le bac, je ne suis pas sûr que leur niveau soit inférieur aux 10% qui avaient le bac dans les années 50. Je ne suis pas sûr de ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans les enquêtes PISA, par exemple, la France n'est pas très bien placée, quoi. Donc c'est insuffisant. Et c'est vrai que le débat public s'en ressent. Moi, je le vois. Je le vois quand je mets un mot compliqué dans les articles, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, alors que ça me paraît évident, mais bon. D'ailleurs, oui. À l'Assemblée, une étude a montré récemment que 40% des discours étaient désormais émotionnels plutôt qu'argumentatifs. C'est une évolution effectivement préoccupante. Merci à tous les deux, en tout cas de vous, d'avoir pas cédé à l'émotion, mais plutôt à l'argumentation dans ce débat effectivement très contradictoire. Merci. Merci de vous y être prêtés. Ça fait du bien justement qu'il y ait un vrai débat. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine. On parlera d'un tout autre sujet, la question du masculinisme et de la crise de la virilité en Occident. Mes invités seront Pierre Valentin, Madeleine Métayer et Ruben Ravinovitch. Bonne soirée.